Alors, je me présente rapidement. Donc, Romain Alban, Camberlos 3D. Je suis spécialiste de la 3D géoréférencée, principalement, dans un premier temps. Donc, plutôt destiné au web, quand même, parce que c'est pour faire du modèle 3D plutôt simple et lisible par un maximum de personnes. Donc, au début, mon métier, c'était de faire de la 3D, donc des villes en 3D, en fait, sur Google Earth. Donc là, on est vraiment ciblé sur le web. Et l'idée, c'était après de développer cette technique-là pour la mettre à profit, en fait, pour l'intégration sur site web, plutôt sur du site e-commerce. Sur du site e-commerce, on voit bien l'utilité de la 3D. Donc, mon logo, un super kangourou. Alors, juste pour info, en fait, mes premiers clients étaient australiens, d'où le nom et l'identité visuelle de l'entreprise. Donc, en Australie, on est très utilisateur de la 3D, autant qu'aux États-Unis, peut-être même un peu plus, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Et on va voir qu'en fait, on n'est pas non plus complètement à la ramasse, puisqu'on a quand même des possibilités via des sociétés françaises qui développent un certain nombre de choses. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il existe évidemment plusieurs formats de fichiers 3D, des connus, des moins connus, des ouverts ou pas. Donc ouvert, c'est open source, je vous donne l'idée. Il faut faire un choix parmi tout ça. Alors, faites bien attention quand vous choisissez un format de fichier 3D, il y en a des très connus, type le point max, qui n'est pas forcément le meilleur format de fichier pour une utilisation sur du web. Donc c'est un format qui est privé, qui appartient à Autodesk, qui est très connu dans le monde de la 3D, puisqu'évidemment ça découle des logiciels de type 3ds Max, qui sont plutôt des logiciels de graphisme 3D pour faire du jeu vidéo, du cinéma, de la vidéo, des choses assez poussées. Quand on pense 3D pour le web, il faut toujours penser des modèles 3D simples, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent les afficher sur leur ordinateur. Donc, les principaux qu'on pourra utiliser, alors j'en ai mis 3 exemples ici, il y en a d'autres évidemment. Les 3 qui sont là, en fait, sont des formats qui sont partageables facilement, lisibles facilement, et qui ont des systèmes de langage, en fait, qui sont plutôt bien ancrés et puis qui fonctionnent bien. Donc le premier, c'est le point OBJ, donc, qui vient de Wavefront, qui est un logiciel au départ de 3D, évidemment, et qui est devenu le logiciel de référence open source de la 3D. Donc tous les logiciels de 3D savent lire du point OBJ. Ensuite, on a le point DAE, donc c'est un peu un concurrent du point OBJ, puisque l'idée, c'est aussi d'en faire un format de fichier standard et qui soit utilisable et partageable pour tous les graphistes et par tous les logiciels de 3D ou qui pourraient éventuellement lire de la 3D. Donc le point DAE, c'est un format qui est lisible par l'application aperçue, par exemple, dans macOS. Donc là, vous pouvez très bien ouvrir, tel que vous ouvrez une image, un modèle 3D en point DAE directement sur macOS. Alors, a priori, mais c'est pas sur Windows, ça viendra peut-être, ils auront peut-être fait un autre choix sur un autre format de fichier, mais ce sera tout à fait possible de voir un DAE s'ouvrir sur un aperçu d'image. Donc, le FBX, donc le point FBX, c'est un format de fichier qui appartient à Autodesk, qui était destiné à l'origine à faciliter le partage et en fait l'utilisation des modèles 3D via tous les logiciels de Autodesk. Donc ils en ont fait un format de fichier standard 3D Autodesk, utilisable par tous les logiciels Autodesk. Ensuite, il a été un peu plus utilisé par les graphistes 3D et on peut facilement le trouver et l'utiliser via d'autres plateformes de type Blender, type Cinema 4D, etc. Donc c'est vraiment une référence aussi. Cette fois-ci, on n'est plus du tout dans l'idée de l'open source, puisque ça reste un format qui appartient à Autodesk. D'accord ? Donc bien attention, quand on utilise ce format-là, de bien avoir
aussi les droits d'utilisation dessus. Ensuite, on va trouver d'autres formats. Alors, il y en a une centaine, je ne vais pas tous les citer. Dans les plus connus et qui pourraient éventuellement être utilisés pour de l'affichage web, on va trouver le VRML, donc .WRL, qui à l'origine est un format de fichier qui avait dans l'idée d'être utilisé directement sur une page web. Donc c'est une base d'HTML en fait. Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, donc je ne vous donnerai pas plus de détails, mais l'idée c'était ça, d'utiliser le langage HTML pour en faire un fichier 3D. Il n'a pas beaucoup pris, l'utilisation de ce fichier est très peu courante en fait, on va pas le trouver beaucoup, et on va encore moins le trouver sur des pages web, puisqu'en fait, il est plus développé maintenant. Donc au niveau de ces mises à jour, on est sur des mises à jour qui sont qui datent pas mal maintenant. Donc, je ne vais pas vous parler que des formats de fichiers, parce que la 3D c'est pas que ça. Il faut, quand on a besoin d'un fichier 3D, il faut évidemment avoir un contenu à mettre dessus. Donc le contenu, en fait, l'idée c'est, je veux un modèle 3D, qu'est-ce qu'il me faut exactement? Donc, si je veux un aspirateur, je ne vais pas demander un petit robot astromech, évidemment je vais demander un aspirateur. Sauf que, on va avoir le maillage 3D, et éventuellement des couleurs, et des textures au besoin. Donc les textures, ça va être des images qui vont se rajouter en fait au modèle 3D. Donc en fonction du format 3D qu'on aura choisi, tout sera inclus dans le fichier ou pas. Donc, par exemple, un point .obj, vous allez avoir le format .obj qui lui est le maillage 3D, et ensuite vous allez avoir les textures en fait qui seront fournies à part. Donc dans le format que vous aurez choisi. JPEG, PNG, HDR, etc. Alors JPEG c'est mieux, plus simple, plus rapide à charger aussi. Alors, votre modèle 3D, pour qu'il soit facilement intégrable avec page web, et que dans l'idée tout le monde puisse le lire, il va falloir qu'il ait un certain nombre de critères et qu'il réponde à ces critères-là. Donc le premier, c'est qu'il soit simple. Donc, quand on dit un modèle 3D est simple, en fait, c'est qu'il a un maillage qui comporte pas trop de facettes. Donc, tout le monde voit un peu comment on représente un modèle 3D. Hein. Le maillage, c'est vraiment toutes les facettes qui vont composer le volume. Donc un cube, on va avoir 6 facettes. Donc, l'idée, c'est d'avoir pas trop de facettes, de manière à ce que le fichier ne soit pas trop alourdi. Et que les cartes graphiques de l'utilisateur, même si elles ne sont pas très costauds, puissent l'ouvrir. Et on va avoir aussi, évidemment, le critère sur la texture. Donc le but, c'est qu'il soit correctement texturé. Si vous mettez une texture bois sur notre ami ici présent, je ne suis pas sûr que ça donne le même effet, évidemment. Et cette texture, donc c'est un fichier image, il va falloir que ce fichier ne soit pas trop lourd non plus. Donc évidemment, sur les résolutions d'images, on optera plutôt pour des multiples de 2, donc 2, 4, 16, etc. Et on essaiera de ne pas dépasser les 1024, éventuellement au besoin les 2048 pixels. Au-delà, on abandonne complètement l'idée, puisque la plupart des gens ne pourront pas l'ouvrir. Donc l'idée, c'est d'en faire un modèle 3D qui soit dit parfait, hein, entre guillemets, puisque le but, c'est quand même que l'utilisateur puisse visualiser votre fichier. Alors, pour donner un exemple, on a ici 2 modèles 3D qui représentent le même objet. Je suis fan de Star Wars, hein, ça ne se voit pas. Peut-être. Est-ce que vous voyez une différence visuelle entre les deux? Pas tant que ça. Alors, peut-être au niveau des couleurs, ça joue un peu. La vraie différence qu'il y a entre les deux, là ici, c'est le nombre de facettes. Celui du haut est beaucoup plus détaillé et comporte beaucoup plus de facettes.
il sera quasiment non affichable sur un site internet. Alors, si vous avez une bonne carte graphique et une bonne connexion, évidemment, oui. Mais ça va vous demander quand même un investissement assez lourd, ce qui n'est pas le cas de la plupart des utilisateurs de votre site. Pas forcément, en tout cas. Alors, on voit ici un peu plus de détails sur le maillage, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les facettes, on les voit, elles sont très clairement visibles sur celui du bas, celui du haut un petit peu moins, simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Les traits sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Donc, et on voit ici que celui du haut comporte 156 350 facettes, et celui du bas, il n'en a que 652. Pourtant, le résultat visuel est quasiment identique. Si je reviens à l'image d'avant, pas énormément de différence. Donc clairement, celui du bas, on pourra l'utiliser pour un site internet. Celui du haut, pour le web, on oublie. Très utile, par contre, si on veut faire le film Star Wars épisode 7. Parce que pour le cinéma, évidemment, plus il y a de détails, mieux c'est. Donc, évidemment, il va falloir faire le plus simple possible et optimiser en fait toutes les données qui seront... Alors, ouais, la phrase elle est un peu bizarrement tournée, c'est parce que c'est notre ami Yoda qui parle. Donc l'idée c'est vraiment optimiser toutes les données de manière à ce qu'on puisse les afficher facilement et rapidement sur un site web. Parce que tout le monde le sait, hein, évidemment. Un visiteur, un utilisateur sur votre site internet, si la page ne s'ouvre pas en moins de 10 secondes, on va dire, alors, je ne sais pas, il y a des temps, il y a des cabinets qui sont chargés de faire ces calculs-là, mais il va partir. Donc même s'il attend un modèle 3D sur votre site web, c'est comme une image hein, pour lui, ça reviendra au même. La seule différence, c'est qu'en fait, là pour le coup, il pourra voir comme dans une galerie photo, mais en n'ouvrant qu'un seul fichier. Donc il pourra rester sur la même page, sur la même fenêtre. Donc là, c'est vraiment l'intérêt de la 3D. Alors, les textures, il faut évidemment éviter de les oublier quand on intègre un modèle 3D sur une page web. Donc il faut bien penser à charger le fichier 3D et les textures qui vont avec, surtout si c'est un fichier où les textures sont à part. Ensuite, alors, je dis ça ne pourrait pas ressembler à grand chose. En réalité, ça ressemblera quand même à votre objet. La différence, c'est qu'il n'aura pas de couleur et pas d'aspect réaliste en fait. Donc les textures ont quand même leur importance. Après, tout dépendra de ce que vous voulez passer comme message, évidemment. Donc, on va avoir plusieurs sortes de textures. L'incontournable, en fait, c'est la texture diffuse, celle qui est en bas à gauche. C'est celle qui donne les couleurs et l'aspect réaliste, en fait, de ce qu'on voit à l'œil nu, de l'objet. Ensuite, on va avoir la normal map, c'est celle qui est en haut à droite. Alors, elle tire dans les violets, verts, bleus un peu. Celle-ci, en fait, elle n'est pas obligatoire. On peut l'utiliser pour apporter plus de détails, en fait, sans alourdir trop le fichier 3D. C'est-à-dire que la normal map va donner des effets de volume et de creux sur votre modèle 3D sans que ça impacte le nombre de facettes. Et ensuite, on va avoir la dernière, qui est la spéculaire, en fait, donc specular map, qui, elle, apportera, en fait, toute la partie brillante réflexion de votre objet. Donc si vous faites un objet métallique, évidemment, il faudra apporter une brillance et une réflexion sur la surface. C'est celle-ci, en fait, qui va permettre de le faire, sans alourdir non plus trop votre modèle 3D. Donc c'est juste une texture qui se rajoute. Là, ici, si on veut avoir un modèle 3D plutôt bien construit, on va avoir 3 images et un fichier de maillage. Donc, une fois qu'on a notre modèle 3D, l'idée c'est de l'utiliser en fait sur Internet. Alors, si on n'a pas de compétences sur tout ce qui est création de code et puis intégration directement sur vos serveurs, via vos serveurs, vous pouvez passer en fait, alors ce qui est mon cas, je ne suis pas expert, moi je suis graphiste à l'origine,
Donc vous pouvez utiliser en fait directement des plateformes de visualisation en ligne qui sont gratuites et qui vous permettent d'intégrer quasiment tout ce qu'on a vu jusque-là, même plus pour certains. Donc la première c'est Sketchfab, ensuite il y a Verold. Donc Verold en fait c'est Sketchfab, je vais vous en parler un peu plus après. Verold c'est une société canadienne en fait qui a été assez précurseur dans le domaine et qui est basée surtout sur la visualisation privée directement dans les entreprises. Ensuite on a 3D via Warehouse, donc ça appartient à Dassault Systèmes. Je vous en parlerai un peu après. Et on a Trimble 3D Warehouse, qui était en fait la Google 3D Warehouse qui a été rachetée par Trimble. Donc il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc la SketchUp 3D Warehouse, donc de Trimble, vous propose des modèles 3D en ligne au format SketchUp et au format DAE. Ça fonctionne en OpenGL, donc plutôt assez réactif et utilisable sur quasiment tous les navigateurs. Par contre, il n'y a pas de shaders. Donc les shaders, c'est tout ce qui est normal map, spéculaire, etc. Donc pour donner des effets supplémentaires. Donc au niveau du visuel, c'est quelque chose de très basique hein, quand même. La 3D via Warehouse de Dassault Systèmes, c'est une usine à gaz. Ça se voit, sans les films. Moi je vous déconseille fortement. Déjà parce que en fait, leur mode de lecture de visualisation 3D, c'est pas de l'OpenGL, c'est pas du WebGL, c'est pas du 3JS. On ne sait pas trop ce que c'est un truc à eux, il faut le télécharger avant et tout. Donc ça devient déjà un peu compliqué. Si vous voulez que votre client vous visualise votre boutique en ligne et achète directement, il va pas falloir qu'il se mette à télécharger le truc pour pouvoir lire votre page web. Donc je passe. Je vous en ai parlé, hein, vous pourrez aller voir si vous voulez, parce qu'elle existe, mais c'est pas ce qui est mieux. Donc, Verold. Alors, Verold, en fait, société canadienne, les modèles ne sont pas téléchargeables, évidemment, puisque ça reste des modèles privés, fonctionne sous 3JS, donc c'est un JavaScript. Vous pourrez aller voir en tapant directement 3JS dans Google. Vous trouverez tout, en fait, sur le site, ils expliquent comment intégrer vos propres modèles 3D avec ce langage. Donc, je ne me suis pas attardé là-dessus, moi je vous présente juste les différents sites de visualisation, mais ce langage-là vous permet, en récupérant votre fichier, par exemple en OBJ, de pouvoir l'intégrer directement sur votre page web, en fait, vous-même, sans passer par des sites de visualisation. Et il fonctionne aussi en WebGL. Donc les shaders sont possibles, émission, réflexion, bump, normal. Donc bump et normal, hein, c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière, c'est le résultat. L'arrière-plan est personnalisable, animation et annotation. Donc l'animation, c'est intéressant. Si vous voulez montrer, je ne sais pas, par exemple, une pince mécanique, si vous voulez montrer comment elle fonctionne, l'animation en fait de votre objet va vous permettre de le faire. On peut intégrer de l'audio et de la vidéo. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ça peut être assez intéressant, puisqu'on va coupler encore plus de données en fait visuelles. Et il est compatible mobile et tablette. Donc compatible aussi sur Chrome, Firefox, Safari, Explorer. Alors Explorer c'est 9 je crois minimum. Et Opera. Sketchfab. Alors Sketchfab, il est français. Ça a été créé il n'y a pas si longtemps, quelques années, je dirais 3 ou 4 ans. Et l'idée c'était de concurrencer Verold et de se positionner en fait comme étant un des leaders mondiaux de la visualisation 3D. Donc, on va avoir quasiment tout comme sur Verold, sauf peut-être l'animation et l'intégration vidéo qu'on n'aura pas en fait. 5 minutes, c'est bon. Je laisse fini. Donc, il fonctionne en OpenGL et WebGL, les shaders sont possibles, on peut télécharger certains modèles 3D, tout dépend en fait si l'artiste qui a mis son modèle 3D souhaite le mettre à disposition des autres. Évidemment, après, il y a tout ce qui est droit d'auteur, hein,
qui entre en compte, mais vous pourrez récupérer les modèles 3D au besoin directement sur la plateforme. D'après ce que j'ai compris, ils veulent aussi en faire une boutique en ligne. Donc vous pourrez acheter aussi pour intégrer après sur votre site web directement les fichiers 3D. Ou auquel cas, quand vous achetez, évidemment, les droits d'utilisation sont différents et un peu plus tranquilles. Et évidemment, la partie qui est assez intéressante, moi ce que je trouve intéressant sur une utilisation grand public et aussi dans les entreprises, c'est qu'il fonctionne sur Bunker. Alors là, on est sur une présentation de Bunker. Hein. Je le dis parce qu'à la fin, il y a un modèle 3D. Donc, pour l'intégrer, en fait, c'est simple. Dans la plupart des cas, on va pouvoir récupérer l'IFRAM. Donc, directement, en fait, pour intégrer hein, sur une fenêtre dans votre site web. Donc ça, c'est pour les gens comme moi qui ne sont pas des experts en codage, ce qui est vachement pratique. Après, vous pouvez très bien aussi récupérer le code, en fait, hein, alors notamment sur Sketchfab, vous pourrez le faire, récupérer le code, pour pouvoir intégrer directement votre code sur la page. Ça vous évite de réfléchir à tout le codage, en fait, dessus. Après, vous pouvez, en Three.js, vous pouvez directement, via l'API, qui est disponible sur le site de Three.js, récupérer l'API, en fait, et le faire vous-même. Donc après, à condition d'avoir les formats de fichiers qui vont bien, et de savoir comment les intégrer sur votre serveur et tout. Tout est expliqué sur le site, en fait. Donc, l'intérêt du modèle 3D, sur une page web. Donc là, je vous rappelle, on est sur Bunker, donc on est bien sur une page web. Et on va pouvoir... Alors là, c'est via Sketchfab, où en fait, on peut visualiser directement en 3D un objet. Et on voit bien qu'au niveau de l'effet réaliste, en fait, c'est quand même assez poussé, puisqu'on va pouvoir intégrer des sources de lumière, un arrière-plan en fait, qui va se refléter sur votre objet, au besoin, et des effets en fait, hein, de lumière qui lui donnent un aspect extrêmement réaliste. Là, on n'est pas sur un modèle 3D très complexe, puisqu'on a pas tant que ça en fait, en nombre de facettes. C'est pas beaucoup là. Je sais plus, j'ai pas en tête à combien on est, mais c'est pas énorme. Donc voilà, pour quelque chose de relativement simple à afficher, on peut avoir effectivement un effet visuel assez impressionnant. Donc s'il y en a qui souhaiteraient essayer, je vous invite à taper le mot-clé The One Ring sur Sketchfab. Donc ça marche sur tablette et mobile, si vous souhaitez le voir dès maintenant. Donc après, on peut imaginer plein de choses. Il n'y a pas vraiment de limite sur les dimensions. La seule limite qu'on se donne, en fait, c'est la contrainte qu'on va avoir. Donc ici, là, j'ai mis celui-là aussi pour vous montrer les annotations, comment ça fonctionne. Donc on peut ajouter ici du texte, un lien hypertexte si besoin, pour envoyer sur une autre page web, par exemple. Ah ben, on est arrivé au bout. Est-ce que vous avez des questions? Bravo d'abord. Je vais la sélection. Qui a des questions? Je passe le micro. C'était hyper limpide en fait. Sinon, moi j'avais des questions en fait. Du coup, j'en profite. C'est toujours moi qui pose des questions. J'organise ma conférence, j'avais invité les copains et puis je pose des questions qui m'intéressent. Non, ouais. Toi, tu as déjà bossé en réel avec des clients, de faire de la 3D sur le web, au sein d'une page web pour une marque ou je sais pas quoi? Alors, pas en France. Si, je dis des bêtises. Ouais. Si. En fait, c'est moi qui leur avais proposé de le faire. Au début, ils n'étaient pas du tout partis là-dessus.
C'était plus parti sur, on en fait une image 2D et on intègre dans notre site, comme on ferait une galerie photo, à partir d'un modèle 3D. Donc c'était le Seminopolis en fait, l'ADA, donc anciennement ADA, qui avait le projet de communiquer sur le Seminopolis à l'ouverture et ils voulaient des plans en 3D. Donc je leur ai fait des plans en 3D et je leur ai dit, mais plutôt que de mettre juste une image sur le site, pourquoi pas mettre directement en 3D. C'est bête d'avoir fait un modèle 3D pour pas exploiter la photo. Donc on l'a mis en 3D et il est visible sur le site du Seminopolis, à l'onglet visite virtuelle. Visite 3D. Et tu te balades dans tout le bâtiment. Alors, on se balade sans vraiment se balader. Là, c'est une vue, en fait, le plan 3D est un objet, donc comme on a là, comme on a ici l'anneau, où en fait on va pouvoir tourner le plan pour le voir sur tous les angles. C'est de la 2.5D comme tu me disais tout à l'heure. Alors c'est un peu plus que de la 2.5D. C'est 2.7 alors. Pour le coup, on peut tourner autour. Alors, tout à l'heure, on parlait de 2.5D, en fait, souvent on dit film 3D, on confond en fait les films 3D qu'on voit au cinéma avec des lunettes ne sont pas dans 3D. C'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon la 2.5D, en fait c'est la stéréoscopie. On ne peut pas tourner autour de l'acteur. Là pour le coup c'est le cas, on tourne bien autour. On a plus, sur un objet comme ça, on a plus l'impression de tourner l'objet dans notre main. Mais ça revient au même, c'est comme si on tournait autour. Mais moi je vois le truc, disons que tu crées un labyrinthe en 3D, et tu mets ton objet dans le navigateur, avec TriJS ou je sais pas quoi, tu vas être capable, par exemple, de capter le mouvement de la souris ou des flèches sur ton clavier, et puis de te balader dans le labyrinthe, non? Tout à fait, ouais. Tout à fait. En fait, là ici, on a un mode de visualisation par défaut qui est en objet 3D, donc on va pouvoir tourner l'objet. On peut aussi avoir un mode en first person, donc on l'a ici sur Sketchfab, il existe aussi sur Verold. Donc s'il existe sur Verold, ça veut dire qu'en StreetJS, c'est possible de le faire. Et en fait, en first person, bah, pour le coup, le déplacement va être complètement différent, puisque là, l'idée, c'est un peu complexe parce qu'ici, j'ai pas mis de référencement de sol, donc il ne peut pas se déplacer vers l'avant ni vers l'arrière, mais pourtant, on voit bien la vitesse de déplacement. Hein. Ça donne rien. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir justement, sur un modèle 3D où on intégrerait le first person dedans, donc avec un sol, des référencements de murs, en fait, on va pouvoir se déplacer dedans. Mortel. Alors attention, ne pas faire un modèle 3D trop complexe. Hein. Vous avez vite fait de pourrir votre page sinon. Et du coup, pour revenir sur le labyrinthe, la gestion des collisions, par exemple, ça se fait aussi à l'intérieur ou pas? Alors, en théorie, les collisions, c'est pas encore géré. D'après ce que je sais, sur StreetJS, ils réfléchissent. Là, pour le coup, on passe au travers. Donc, si je faisais un zoom, alors je vais revenir juste en orbite. Voilà, si je fais un zoom, en fait, je vais rentrer dedans. Voilà, là, je suis dedans. Donc, il y a effectivement, on n'est pas. Les collisions, c'est des données de calcul supplémentaires. Donc l'idée c'est quand même d'afficher sur le web, de limiter quand même. Donc je pense que ça viendra quand les appareils, en fait, les ordinateurs sont suffisamment puissants pour le gérer instantanément, en fait, directement sur la page. Alors ce qui est possible, hein, certainement sur certains ordinateurs, mais tout le monde n'a pas des machines hyper puissantes à la maison. Donc, il y a déjà des jeux qui sont fabriqués avec ce genre de techno? Oui. Ok. Oui, sur le site de StreetJS, en fait, on va trouver plein d'exemples. On va trouver des choses qui ont été faites par des entreprises hein, pour présenter un produit ou des choses comme ça. Des artistes aussi, mais on va trouver aussi des jeux directement où on peut jouer en ligne tout en 3D comme ça en fait. Donc ça revient au même que de jouer à un Google Live par exemple en 3D directement sur une page web. Alors, par contre, l'OpenGL, je ne sais pas s'il y a des jeux, entre guillemets, qui ont été faits en OpenGL. Hein. Là, je ne saurais pas dire. Question bête, est-ce que les feuilles de style CSS peuvent influencer sur l'environnement? Alors, a priori, influencer dans l'environnement 3D Par exemple, changer la couleur, je sais pas, du sol comme si c'était du SVG, en fait.
là, je sais pas, je ne mouillerai pas. L'OpenGL, a priori, c'est quand même très proche de l'HTML, sans les peut-être même. Là, pour le coup, je ne sais pas si la feuille CSS permettrait de le faire. Je sais que ça existe, hein. Il y en a qui le font sur du modèle 3D, ils arrivent à changer. Après, je ne sais pas s'ils le font sur l'OpenGL avec du CSS ou si c'est directement géré dans du SriJS. Hein. Là, je ne saurais pas bien. Mais ça existe, donc c'est possible. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors on applaudit Romain, merci Romain. Merci à vous.